Bonsoir. Je sais qu'ici, il y a pratiquement tout le monde connaît Austerlitz. Il y en a des tas parmi vous qui ont participé à toutes les batailles, reconstituées, etc. Si bien que parler de la stratégie d'Austerlitz, c'est un peu orgueilleux, vaniteux, je dirais. Mais en accord avec Gérald Mangin, j'ai pensé que ce serait intéressant, à propos de la préparation de la bataille d'Austerlitz, d'essayer de voir un tout petit peu comment fonctionne l'intelligence géniale de l'empereur et de voir ce que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Donc la première partie de mon exposé sera essayer de voir comment réfléchit l'empereur. La deuxième partie sera l'application de cette réflexion à la bataille d'Austerlitz. Écoutons l'empereur. On dit que je suis toujours prêt, mais quand j'entreprends quelque chose, je mets les choses au pire et j'y pense 3 mois à l'avance. Et comme les choses ne sont jamais aussi épouvantables que j'avais prévu, alors effectivement je suis prêt. Ça veut dire que quand nous préparons quelque chose, quand nous pensons à quelque chose de très important, n'hésitons pas à mettre les choses au pire. Ne disons pas oh, ben, si ça se passe bien, s'ils sont gentils, si je gagne le loto. Non. Mettons les choses au pire et préparons-nous. Il y a des gens parmi nous, et je connais plein de gens, qui sont superstitieux, dire ah, mais si je mets les choses au pire, finalement le pire va arriver. C'est terrible cette histoire. Non, non. Essayons de voir comment nous pouvons nous préparer à partir de cela. Alors maintenant, voyons un peu plus en détail. Donc, voyons, 1, sachons prévoir les choses, anticiper. Napoléon, dans sa réflexion, sera toujours en anticipation. Il parlera de sa méditation, il parlera même de la difficulté qu'il ressent. Il dira « Je suis comme une fille qui accouche. Mon entourage ne s'en aperçoit pas, je suis très serein. » Cette notion même d'anticipation, lorsque nous avons affaire à des problèmes très compliqués à résoudre, me semble très importante. Alors maintenant, voyons dans cette anticipation comment l'empereur va préparer les choses. Écoutons-le. Dans tout ce qu'on entreprend, il faut donner 2 tiers à la raison et 1 tiers au hasard. Augmentez la première fraction et vous êtes pusillanime. Ça veut dire un peu enfantin. Augmentez la deuxième et vous êtes téméraire. Ça veut dire que vous jouez à vous faire peur. Qu'est-ce que veut nous dire l'empereur? Il veut nous dire que si nous nous préparons sur les 2 tiers sur la raison à une situation difficile, alors au moment où le hasard se présentera à nous, nous changerons ce hasard en opportunité. C'est ce que Napoléon, dans ses batailles, appelait, vous le savez, créer l'événement. Et il ramenait souvent des troupes qu'il avait contournées vers une réserve qui était préparée à l'avance. Alors vous me direz, mais les 2 tiers pour la raison, c'est quoi pour nous? Eh bien, c'est à nous de nous en rendre compte, c'est à nous de nous dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir préparer à partir de cela. Et pour arriver à cela, il faut de l'imagination, dont l'empereur disait que c'est la folle du logis, mais qu'on ne peut rien sans elle. Cette imagination est très importante et ça nous permet en même temps d'anticiper. Mais attention aux rêves. L'empereur nous dira aussi je mesure mes rêves au compas de mon raisonnement. Donc, cette notion même de préparation sur les 2 tiers sur la raison. Alors maintenant, nous allons essayer de voir comment cette réflexion est venue à l'empereur. Nous sommes en 1794. Il est jeune général. Il envoie par l'entremise de Robespierre jeune, il est à Nice, au comité de salut public à Paris, une note qui s'appelle « Réflexion sur les armées de Piémont et d'Espagne ». Et dans cette note, il va poser des principes fondamentaux sur la préparation de ces batailles. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que pour les 14 armées de la République puissent avoir une action soit offensive, soit défensive, il va considérer les 2 façons de se battre. Il faut que leur action soit déterminée par un objectif général de la guerre qui soit déterminé lui-même
par une autorité centrale qui lui donne toute sa force et le ressort absolu à son action pour des combats définitifs et moins sanglants. Dès le départ, il pense par son intelligence dans l'anticipation de la bataille, à protéger ses soldats. Je pense que certains généraux de la guerre de 14-18 auraient dû penser à cela, quand on sait que pendant des mois, il y a eu des centaines de milliers de soldats qui ont été tués devant les mitrailleuses allemandes. Et ça a été terrible parce qu'il n'y avait pas justement cette anticipation. Il va dire dans cette note qu'il faut absolument envisager l'ennemi par rapport à des hypothèses. Chaque ennemi doit être analysé par rapport à son pouvoir, à sa force militaire, à son contexte politique, à sa topographie. Cette note qu'il écrit, alors qu'il n'a pas tout à fait 25 ans, va devenir le texte fondateur de toutes les réflexions stratégiques de toutes les grandes armées du monde à l'heure actuelle, qui s'appelle la doctrine. C'est-à-dire qu'on met, je fais le schéma, on met ici, nous mettons l'objectif général, ici nous mettons les hypothèses possibles de l'action de l'ennemi et les analyses telles que fait l'empereur, mode de combat offensif, défensif, armement et organisation générale des choses. Tout cela a été défini par l'intelligence géniale de l'empereur alors qu'il n'avait pas 25 ans. Quand on pense, à l'heure actuelle, quand on voit comment l'empereur est comparé à Hitler, etc., comment nous avons toute une série de jeunes, à l'heure actuelle, qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas toute cette chose absolument géniale qui est célébrée dans l'ensemble du monde. C'est, je crois, une chose très importante. Alors maintenant, pénétrons un petit peu plus à l'intérieur, toujours, de la tête de l'empereur. Vous savez qu'à un moment, il nous dit que sa tête est comme une armoire et qu'il y a des tiroirs. À chaque fois qu'il examine une situation, il tire un tiroir. Et ce tiroir, il va l'examiner par rapport à des hypothèses, sur l'hypothèse du pire et sur les deux tiers sur la raison. Puis quand le problème est momentanément préparé, il referme le tiroir et il en prend un autre. Bien. Alors maintenant, voyons comment les choses ont fonctionné. Un petit peu plus tard, en 1816, à Sainte-Hélène, il dit à Gourgaud: dans la guerre, la théorie est intéressante pour donner des idées générales, mais la stricte application de celle-ci est dangereuse. Ce sont les axes qui permettent de tracer la courbe. Chaque bataille pour l'empereur a une courbe différente, mais chaque bataille est préparée sur les mêmes axes. Je suis conseiller en communication, en même temps que professeur, et quand j'aborde un peu de méthodologie avec un patron d'entreprise politique, vous me dites « Oh oui, mon François, c'est encore de la théorie. » Non, ce sont les axes. Ce qui évite que dans notre préparation, nous requérons l'avis de la petite cousine. Elle est peut-être très sympathique, la petite cousine, mais elle ne connaît pas cette approche. C'est ce qui va différencier quelqu'un qui est expert de quelqu'un qui ne l'est pas. Alors voyons les axes de l'empereur. Quels sont ces axes de réflexion? Eh bien, vous savez qu'il réfléchit de façon globale. Écoutons-le. La force d'une armée s'évalue comme en mécanique par la masse multipliée par la vitesse. Un axe, la masse. La masse, les corps d'armée. Et cette corps d'armée, vous savez, information partagée. L'empereur tient absolument à chaque maréchal sache, à votre droite, vous avez tel maréchal, à votre gauche, vous avez un tel, devant vous, derrière vous, et votre place dans le dispositif, c'est ça. Plus Berthier au centre, qui organise l'ensemble. C'est-à-dire que pour avoir une dynamique, quand nous avons un groupe, pour créer une dynamique collective du groupe, il faut que le groupe puisse participer, puisse profiter d'une information partagée. Comment faire? Quels sont les objectifs? Comment nous pouvons faire?
et chaque maréchal savait quel était son rôle dans le dispositif général. Alors maintenant, voyons sur la vitesse. Vous savez que l'empereur, par toute une série d'entraînements, de perfectionnement de l'équipement, notamment les chaussures, qui n'ont rien à voir avec les brodequins, qui sont des chaussures très légères, comme des Clarks, est parvenu à faire que ses troupes se déplacent à une vitesse 2 fois supérieure à celle de ses ennemis. Ce qui faisait qu'ils pouvaient se retrouver dans une situation que les autres n'avaient pas prévue, puisqu'ils calculaient la vitesse du déplacement de l'empereur en hypothèse sur la vitesse de leurs propres soldats. Vous savez que la Grande Armée se déplace à 4 km/h, les autres, Russes, Anglais, Autrichiens, Prussiens, se déplacent à 2 km/h. Ce qui va donc permettre à l'empereur d'être libre. Alors maintenant, regardons. L'espace. Cette notion même d'espace, quand je dis la vitesse, c'est l'espace sur du temps, kilomètre/heure. Cette notion même d'espace, l'empereur va l'approcher de façon tout à fait géniale. Il est à Boulogne, il envoie une note à Berthier en lui disant « Je veux que vous me fassiez faire une boîte, une pour vous, une pour moi. » Dans cette boîte, il y a des cloisons. Le fond de cette boîte, c'est une carte. Et je veux que soit écrit sur les cartes à jouer le nom de chaque régiment autrichien de façon à ce qu'il puisse être placé dans les cases. C'est ce qu'on appelle de la géolocalisation. Ce qu'on utilise avec les GPS à l'heure actuelle. Et je veux que cette boîte soit administrée par un individu parlant allemand et qui soit abonné aux gazettes. Effectivement, dans les journaux, on parlait des régiments, etc. Cette boîte, qui est fondamentale, Berthier n'a rien fait. Le 8 septembre, l'empereur lui envoie une autre note en précisant les choses et en disant « c'est très important ». Cette boîte, je l'ai préparée pour mes étudiants avec un fond de carte original de l'époque. C'est pour ça que je vous l'ai apporté, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est ce qui va permettre à l'empereur de savoir qu'il a au nord, en Bohême, des Autrichiens qui se mobilisent sous le commandant de l'archiduc Jean. C'est la raison pour laquelle il laisse le corps d'armée d'Augereau pour le contenir. Il sait, grâce à cette géolocalisation, que les Autrichiens sont affrontés à Masséna, qui en dépit du fait qu'il est en nombre supérieur, n'arrive pas à les battre. C'est la raison pour laquelle il laisse les corps d'armée de Ney et de Marmont pour les contenir. Voilà pourquoi, à Austerlitz, nous avons uniquement 4 corps d'armée. Donc, les axes. Le pire, 2 tiers sur la raison, la masse, la vitesse, l'espace sur le temps. Le temps de déplacement à Austerlitz, il va pouvoir présenter un effectif, c'est ce que nous allons voir, présenter un effectif pour renforcer sa stratégie, mais grâce à sa vitesse de déplacement, il va pouvoir compléter son effectif sans que l'ennemi ne puisse le voir. C'est ce que nous allons voir maintenant sur la répartition sur la carte. Quelle est la stratégie de l'empereur à Austerlitz? Ça veut dire quoi la stratégie? C'est-à-dire la vision qu'il va essayer de faire partager à ses ennemis pour que ses ennemis commettent des fautes dont il va profiter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire croire qu'il a peur parce qu'il présente face à eux, qui ont 85 000 hommes, une force d'un peu plus de 50 000 hommes. Mais ce que c'est l'empereur, mais que ne savent pas ses ennemis, c'est qu'ici, à Iglo, Bernadotte est à 80 km avec son corps d'armée. Ici, vous avez Davout, qui est à Presbourg, qui s'appelle Bratislava à l'heure actuelle, qui est à 140 km. Si la bataille a lieu 3 jours après, il présente un effectif faible pour accréditer sa peur, alors qu'en fait, il sait qu'en 3 jours, son effectif va être complété. Pour avoir une idée du déplacement de la Grande Armée, Davout va faire parcourir à son avant-garde, vous savez que seule la division Friant va combattre à Austerlitz,
144 km en 48 heures, avec bien 20 kg de matos sur le dos quand même. Ce qui est considérable. Alors, cette notion-là, de faire croire à sa peur. L'empereur, écoutons l'empereur, il nous dit « Je sais les temps où quitter la peau du lion pour entrer dans celle du renard, la ruse. Il va faire croire à ses ennemis qu'il a peur. Et il va jouer pour ça sur ce qu'on appelle en stratégie la pente culturelle de l'adversaire. La pente culturelle de l'adversaire, il a affaire à des aristocrates qui le considèrent comme un parvenu, enfant de la Révolution, un simple général et certainement pas un empereur. Il accrédite cette peur, comment? Par des manœuvres diplomatiques où il va demander la paix. Alors on va dire, mais Napoléon a peur. Il a peur, le corps a peur. Bon. Et il va aussi accréditer ça par un déplacement sur le terrain. Il va donner l'ordre à Soult, qui est à Austerlitz, de se déplacer son corps d'armée vers l'ouest. Il va donner l'ordre aux chasseurs, aux hussards, de refuser même le coup de sabre lorsqu'ils se trouvent face à l'ennemi, pour accréditer cette idée de peur. Alors, vous savez que les dieux grecs sur l'Olympe s'ennuyaient un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils provoquaient des combats avec des mortels. Mais si les mortels avaient su qu'ils s'affrontaient à des dieux, ils ne seraient jamais battus, puisque par définition, les dieux sont immortels. Alors on dit, les Grecs disent que les dieux lançaient devant les yeux des mortels une sorte de nuée, un brouillard. Ah, ça me dit quelque chose pour Eusébius, le fameux brouillard. Pour les empêcher de savoir qu'ils s'affrontaient à des dieux. D'où la phrase de Sophocle, les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre. Napoléon va rendre fou d'orgueil ses ennemis pour les perdre. Il sait qu'il y a une tentation, nous allons voir tout à l'heure, de tourner sa droite. Il va l'affaiblir. Mais cette notion d'accréditer sa peur, il va la renforcer en permanence. Et nous allons tomber dans ce que les spécialistes du marketing appellent le pouvoir illimité de l'ignorance volontaire. On ne voit pas ce qu'on ne veut pas voir. Si bien que, quand les Russes vont voir le front, la veille d'Austerlitz, s'illuminer et entendre les cris de l'empereur, ils entendent que ça crie, mais ils ne savent pas bien quoi. L'Angevin dit, mais Napoléon est tout près. Et Weyrother, qui a fait le plan de cette attaque d'Austerlitz, en reprenant pratiquement le plan de Castiglione, dit mais non, Napoléon est en fuite, ils sont en train de brûler leur bivouac. Le pouvoir illimité de l'ignorance volontaire. Alors maintenant, allons, si vous le voulez bien, à Austerlitz. Première carte, disposition de l'empereur. Nous avons vu qu'il parlait de défensif et d'offensif. Là, nous avons la part offensive avec les corps de Vandamme et Saint-Hilaire, du corps d'armée de Soult. Et là, nous avons la position offensive avec Murat qui va s'attaquer à Bagration. Vous voyez donc, offensif, défensif. Que nous dit l'empereur d'offensive? Il nous dit, une bataille offensive, il faut qu'elle soit audacieuse et rapide. Une bataille défensive, il faut qu'elle soit méticuleusement préparée. Vous voyez que ce qu'il présente apparemment semble montrer sa faiblesse. Le plan Weyrother va consister à descendre, comme vous le savez, du plateau de Pratzen pour lui couper ce qu'il croit être sa route d'approvisionnement, qui est la route de Vienne, qui n'est pas celle-là, puisque l'empereur aurait pris celle-là. Alors, la deuxième carte, s'il vous plaît, Gérard. Voilà maintenant la carte de l'attaque. Tout le monde sait ça. Nous avons Soult, les deux divisions de Vandamme et Saint-Hilaire. Action offensive. Option offensive de Lannes et de Murat sur Bagration. Alors, ce que je n'ai pas dit, et que je dis maintenant, l'empereur, si on regarde ses batailles, nous voyons qu'il a 4 façons de combattre. Attaque en position centrale, comme ici, pour défoncer le centre de l'ennemi et le partager en 2 parties. Attaque sur les flancs,
attaque sur les derrières, attaque par contournement pour ramener sur une réserve. Ce sont d'autres axes. L'empereur nous dit, le grand art dans la bataille, c'est de changer de ligne d'opération en cours de bataille. C'est une idée neuve, elle est de moi. Lorsque nous nous affrontons à un problème, généralement le problème nous résiste si nous l'abordons en position frontale. Mais si nous avons l'idée d'aborder le problème en changeant notre ligne d'opération, nous pouvons le résoudre. Je donne une petite énigme. Je ne vous demande pas parce que j'aurais pas le temps de le faire. Avec 5 fois 5, 5 fois 5, chaque fois le chiffre 5, il faut trouver 22. Le problème, c'est que 5, 22 n'est pas un multiple de 5. Si nous abordons le problème en position frontale, nous avons beaucoup de mal à le résoudre. Mais si nous pensons, comme Napoléon, à changer notre ligne d'opération, attaquant le problème sur ses derrières, 22 c'est égal à 2 fois 11, la table de multiplication par 11 redouble le chiffre, 5 fois 11, 55, 55 sur 5, 11, plus 55 sur 5, 22, on réduit au même dénominateur, 5 fois le chiffre 5, et on trouve 22. Donc sachons, lorsqu'un problème nous résiste, ne pas persévérer en attaque frontale, mais essayons de voir si en changeant notre ligne d'opération, nous ne pouvons pas parvenir à un résultat de façon plus simple. Nous avons donc 4 fonctionnements. Alors maintenant, sur l'approche d'Austerlitz, nous voyons qu'il fait attaquer Soult en position frontale. Nous voyons que Murat et Lannes attaquent Bagration de la même façon. Nous voyons qu'ici, Davout, qui va monter de la baie de Redgam et qui va, avec 1200 hommes, s'affronter à plus de 40 000 Russes, les bataillons de Doktorov, Kienmayer, Langeron et Przewinski, va être dans un système défensif. Alors maintenant, les systèmes vont changer. Napoléon avait au départ prévu de tourner le corps de Bagration pour le ramener sur la réserve, c'est-à-dire Lagarde et Bernadotte, derrière Chabanitz. Mais Bagration, comme vous le savez, a reculé. Cette façon de faire n'est plus possible. S'il vous plaît, Gérard. Voilà. Donc il va changer de ligne d'opération. Il va donner l'ordre à Soult, comme vous le savez, d'incliner son action vers le sud. Il va faire monter la garde avec lui, pendant que Bernadotte va agir en attaque pour augmenter la panique des Russes, la fuite des Russes sur Austerlitz. Bagration a reculé. L'empereur a changé sa ligne d'opération. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne d'opération? C'est la ligne qui est déterminée par le départ de l'action et le contact de l'ennemi. Vous voyez qu'ici, la première ligne d'opération de Soult était comme ça. Il la change au cours de bataille et il va faire que Davout, qui était dans une situation défensive, va passer à une attaque. C'est-à-dire qu'il va renverser sa ligne d'opération, de défensif, il va passer à l'offensive. L'empereur va faire monter la garde et Soult, plus Davout dans un dernier sursaut, vont compresser les Russes pour augmenter leur fuite sur les étangs glacés de Satchen et Minitz. On a dit qu'il y avait beaucoup de Russes qui avaient été noyés. En fait, ce sont des étangs qui, comme vous le savez, qui sont très peu profonds. 45 cm, car ce sont des étangs qui sont utilisés pour conserver le poisson. Lorsque l'empereur fait installer l'artillerie de la garde à haute geste et qu'il fait tirer après toute une série de réglages de tir en tirant cloche sur la glace, il effondre et fracasse la glace. Les canons, par leur poids, tombent sous la glace, bien évidemment. C'est une panique totale. C'est la fin de la bataille d'Austerlitz. Quand le général Bonaparte, à moins de 25 ans, dit pour des combats décisifs et moins sanglants, nous savons que du côté français, la bataille d'Austerlitz, c'est moins de 1500 morts. Décisif, c'est la fin du Saint-Empire romain germanique. Ça va déboucher sur la Confédération du Rhin à 16 États, qui va permettre un peu plus tard à l'Allemagne de faire son unité en 1871. Alors maintenant, je vais conclure. Dans cette bataille,
nous voyons un talent extraordinaire. Cette bataille est enseignée dans toutes les grandes écoles militaires du monde. C'est dire la pub qui est faite à Napoléon. Je crois que nous ne savons pas assez en profiter. Alors maintenant, cette bataille elle-même qui est enseignée, vous voyez cette carte qui est sur Wikipédia, vous pouvez trouver partout. Cette carte vient de l'Académie militaire des États-Unis. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous la présenter plutôt qu'une autre, pour vous montrer le rayonnement de l'empereur dans le monde. Ils ne disent pas c'est César qui a fait ça. Non, c'est Napoléon. Alors, nous sommes la veille de la bataille d'Austerlitz. L'empereur a réuni à dîner Junot et ses aides de camp. Et là, un général normal, habituel, on va parler de la bataille, on va faire ça et tout, vous êtes bien prêts, oui, etc. Non. L'empereur parle de théâtre. Il parle de théâtre. Et notamment, il critique un certain Renoir, dont il vient de voir la pièce de théâtre, et il dit sa pièce est mauvaise. D'ailleurs, je vais m'atteindre une haine, je vais avoir il va me jouer une haine inextinguible parce que la vengeance des auteurs est inexorable. Il dit, mais je lui ai dit, votre pièce est mauvaise. Je lui ai dit, votre pièce est mauvaise parce que vous avez un héros qui passe son temps à vouloir mourir. Non. Il faut, dit l'empereur, vouloir vivre et savoir mourir. Et je pense que ça, c'est une grande leçon qui nous donne. Notre parcours de vie par rapport à la poussière des étoiles, c'est infinitésimal. Mais cette notion, vouloir vivre, car la vie est belle, magnifique, vouloir vivre, savoir mourir, ça me paraît très important. Et maintenant, je vais être un peu iconoclaste, permettez-moi. Je vais évoquer, transposer une célèbre chanson de Renaud, le Mistral gagnant. Il faut aimer la vie, même si le temps est assassin et emporte avec lui dans cette île au brouillard étouffant l'empereur triomphant. Merci beaucoup.